Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes effectivement ravis d'être présentes pour cette nouvelle édition du Festival Baie des Sciences sur un thème qui nous est cher, le son. Le son fait partie de notre quotidien, à travers notre métier, mais aussi à travers notre vie personnelle, comme vous tous. Quel que soit notre mode de vie, notre âge, notre situation, notre passif ou encore notre catégorie sociale, nous sommes tous concernés. Le son est omniprésent dans notre quotidien, comme l'illustre cette image un peu naïve présentant une scène de la vie courante où on voit que toutes les activités sonores cohabitent dans un même espace, les terrasses et cafés, les enfants qui crient, les concerts, les infrastructures de transport terrestre, l'entretien des espaces verts ou encore les travaux de chantier. Voilà, toutes les activités sonores cohabitent et doivent pouvoir cohabiter en harmonie. D'ailleurs, sur cet exemple, nous sommes probablement tous sensibles différemment à toutes ces sources sonores. Et je pense que, par exemple, ce concert est source de plaisir pour certains et pour d'autres source de gêne. Par exemple, dans cette salle, qui verrait le concert comme un plaisir, comme une source de plaisir, levez la main. Ok, donc bon, à l'unanimité, mais à 2h du matin au fond de son lit, qui verrait vraiment le concert comme une source de plaisir ? C'est pas forcément la même chose. Donc effectivement, selon le contexte, on est tous concernés, mais tous sensibles différemment de par notre passé. Quelques chiffres très parlants qui sont issus d'études plutôt récentes qui montrent que tous les Français, d'une manière ou d'une autre, sont concernés par les problématiques sonores. C'est une liste non exhaustive, je vais vous en présenter quelques-uns. Aujourd'hui, 1 personne sur 4 devrait avoir des problèmes d'audition d'ici 2050. 1 logement sur 2 n'est pas conforme à la réglementation acoustique, 1 logement sur 2, 9. 7 étudiants sur 10 sont gênés par le bruit dans leur logement. Ou encore, 93% des enseignants ressentent une fatigue à cause de leur travail. 65% des Français ont déjà renoncé à un restaurant à cause du bruit. Et un chiffre assez conséquent, mais plutôt parlant, c'est le coût social du bruit qui a été défini par l'ADEME lors d'une étude en 2021 qui est évaluée à 147 milliards d'euros par an. C'est énorme, c'est un chiffre assez vaste qui englobe beaucoup de choses. Notamment les échecs scolaires, les arrêts maladie liés aux problèmes de concentration au travail ou encore les hospitalisations liées à des nuisances sonores directes ou indirectes. Donc, bonsoir. Nous sommes donc acousticiennes, mais en quoi consiste le métier de l'acousticien ? Parfois, si on questionne les gens, on peut avoir des réponses assez surprenantes. Ça reste assez flou pour les gens, donc on va vous montrer une vidéo qui a été réalisée par le SYNOPS-JIAC, c'est le syndicat français des acousticiens indépendants, et qui va vous expliquer un petit peu plus en quoi consiste notre métier. Si je vous dis acousticien, ça vous fait penser à quoi comme métier ? Acousticien, c'est pas dans la musique. Guitariste, ingénieur du son. Ingénieur du son. Ingénieur du son, non ? La prononciation des mots. Saisir des sons. C'est un professionnel de santé qui résout des problèmes liés à l'audition. Je sais pas du tout. Je sais pas. Je sais pas, Je connais pas. Les appareils auditifs. Opticien. Musicien. Chef d'orchestre. je sais pas. Acousticien? Mais c'est pas un métier ça. Fabricant d'instruments de musique. Est-ce que j'ai raison? Je sais pas. Ah non, vraiment, je sais pas. Non, je sais pas. Acousticien? Ouais. Régisseur? Un truc dans la musique? Bah, acoustique. C'est quelqu'un qui fait de l'acoustique. C'est très complexe le son. En fait, c'est simple. L'acousticien est celui qui maîtrise les phénomènes sonores, les bruits, les sons, qui constituent notre environnement acoustique. L'acoustique, c'est accorder la priorité à certains sons, choisir celui qui doit être entendu et le favoriser,
et celui qui ne doit pas être entendu, et donc l'atténuer, selon l'activité que l'on pratique et en tenant compte des activités des espaces voisins. L'acousticien d'étude des espaces est un ingénieur. Grâce à la science et à la technologie, il exerce un véritable contrôle sur ce que nous entendons dans les bâtiments, dans les salles de spectacle, les logements, les bureaux, restaurants ou studios d'enregistrement, dans l'industrie ou à l'extérieur dans la rue, de jour comme de nuit. Il intervient dans tous les espaces occupés par les êtres humains. De nombreux acousticiens travaillent également dans des domaines très variés et ont créé d'autres métiers plutôt de type recherche et développement, enceinte, sonorisation et télécommunications, sous-marins, océanographie et géophysique. Découvrir le métier d'acousticien, c'est rencontrer un métier aux 1000 facettes. Donc voilà, j'espère que c'est maintenant un petit peu plus clair. Mais si l'on résume, donc l'acousticien ou l'acousticienne donc, est un ingénieur qui étudie et recherche des solutions techniques pour améliorer le confort sonore d'un espace, qu'il soit intérieur ou extérieur, et donc en fonction de l'activité qui s'y déroule. Et donc là, bon, on a quelques jeunes, mais peut-être que si vous connaissez des jeunes qui sont un peu en recherche. Il y a des vraiment très jeunes. Il y a des très jeunes. Mais donc c'est un petit clin d'œil, c'est une BD donc, qui s'appelle Noémie, génie du monde sonore. Je vous ai mis le lien, qui explique très très bien le métier de l'acousticien. Et puis on en profite pour lancer aussi un appel, c'est qu'on n'a pas assez de filles dans ce métier. Comme dans tous les métiers de l'ingénierie et les métiers scientifiques de manière générale. Donc voilà, c'est un très beau métier, c'est entre l'architecture et la musique, voilà. Donc on a envie de le promouvoir aussi. On a donc des outils, bien sûr. Donc on réalise des mesures acoustiques donc pour mesurer le bruit, les niveaux sonores en décibels, donc c'est l'unité de mesure. Là, on a tout un tas de situations là qu'on peut vous montrer, donc sur les chantiers, des mesures de bruit sur un navire, dans un musée. Ça c'était au Gabon, et puis sur les toits, parce que souvent on se balade sur les toits pour mesurer le bruit des trains, des avions. Et on peut peut-être monter donc l'appareil principal, l'instrument principal qu'on utilise. Donc ça s'appelle un sonomètre. Donc c'est un appareil qui permet donc de relever des niveaux de pression sonore. Et donc là, par exemple, si on se tait tous, donc Laura, tu veux nous dire quel est plus ou moins le niveau sonore ? On descend en dessous de 45. 45. Donc, vous voyez peut-être que ça peut surprendre les personnes qui ne sont pas habituées à ce genre de mesure, mais 45 décibels, c'est un niveau sonore très faible qui correspond à un petit bruit de fond avec un petit bruit de climatisation, de ventilation. Et là, par contre, si on va faire une expérience, si je vous demande au contraire de faire du bruit, maintenant de taper les pieds par terre, est-ce que vous pouvez taper les pieds par terre? À votre avis, on a atteint quel niveau sonore maximum ? 80, 50. Ouais, on a 90. Alors, on a passé 80 dBA. On a passé les 80. En pic. En crête. D'accord. Donc voilà, c'est vraiment une expérience très simple, mais c'est pour vous donner un peu une idée de l'échelle du bruit. Sachez qu'on peut monter à plus. Dans une salle de concert, on peut aller jusqu'à 102 décibels. Un bruit d'avion, ça peut aller jusqu'à 120, 130 décibels. Voilà, c'est pour vous donner une idée des ordres de grandeur. Et un niveau très calme dans une rue ou dans une chambre, c'est environ 30 dBA ou un petit peu moins. Voilà, à la campagne, même 20. Oui, en Bretagne, on mesure des niveaux sonores inférieurs à 20. Ah bah oui. Pas à Marseille. Bon.
Et puis voilà, donc comme je disais, donc c'est un métier scientifique, donc on a aussi tout un tas de logiciels, de feuilles de calcul, on fait des calculs, donc ça c'est un logiciel qui permet de simuler l'acoustique dans un volume, donc ça permet de faire des cartographies de niveau sonore, et voilà, en gros, voilà, ça permet de bien visualiser le son qui est quelque chose qui n'est pas tangible. Et donc, parfois, on a besoin de ces outils de visualisation pour montrer aux architectes, aux collectivités, un peu l'effet du son. C'est quelque chose qu'on a du mal parfois à exprimer. Merci Chiara. Donc on a pu voir que nous intervenions à la fois dans l'environnement mais aussi à l'intérieur du bâtiment. Au cours de cette présentation, nous allons vous présenter notre métier à travers différentes échelles, à l'échelle de la ville. Mais dans un premier temps, on va se focaliser sur le bâtiment. Comment on intervient au niveau du bâtiment et comment faire pour que les activités puissent cohabiter les unes avec les autres. Et donc, il est important de bien penser l'acoustique au même titre que tous les autres ingénieurs et architectes en phase étude lors de la conception d'un bâtiment. L'idée, c'est de ne pas gêner dans notre activité, mais aussi de ne pas être gêné par les autres, par les équipements techniques d'un projet, par les bruits d'impact. Les isolements au bruit aérien sont nécessaires pour éviter d'entendre son voisin ou les paroles d'un local mitoyen. Il s'agit de créer un équilibre entre tous ces critères de manière à ne pas percevoir plus un son qu'un autre. En fait, donc tout est question d'équilibre. Aujourd'hui, en 2025, malgré toutes les problématiques sonores qu'on vient d'évoquer, on n'a que 4 types de bâtiments qui sont soumis à une réglementation acoustique. Les logements, les écoles, les hôpitaux et les hôtels. 9. C'est-à-dire que quand on rénove un bâtiment, on n'est pas obligé de s'intéresser à l'acoustique. Donc, à titre d'exemple, on peut aujourd'hui construire une crèche sans acousticien, sans se poser la question de l'acoustique. Et ce serait totalement légal. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, les crèches sont extrêmement bruyantes, sensibles, et que les personnels et les enfants sont souvent épuisés à cause d'un niveau sonore trop élevé dans ces lieux. Donc il y a encore du travail pour qu'on prenne vraiment en compte l'acoustique dès le début et sur tout type de bâtiment. On intervient à différentes étapes et sur tous les ouvrages finalement d'un bâtiment. On va s'intéresser à l'isolement acoustique des façades pour à la fois ne pas entendre les nuisances extérieures provenant principalement des infrastructures de transport, ou à l'inverse, quand on est une activité bruyante, pour ne pas nuire à l'environnement extérieur dans lequel on s'implante. Donc on va travailler sur les façades, sur les entrées d'air, sur les éventuels coffres de volets roulants, les doubles vitrages, etc. Nous nous intéressons également aux vibrations en provenance des infrastructures de transport ferroviaire pour ne pas percevoir ces vibrations qui peuvent être source de nuisances pour certains. Nous étudions également l'isolement entre 2 logements ou entre 2 salles de classe ou 2 chambres d'hôpital de manière à ne pas trop percevoir le bruit aérien, le bruit de parole d'une pièce à l'autre. Notre travail passe par la définition du type de cloison, son épaisseur, sa performance acoustique. La même chose pour les planchers, leur performance acoustique et leur constitution. On intervient aussi sur le revêtement de sol pour éviter de percevoir les bruits de pas. Évidemment, nous travaillons, et d'ailleurs bien souvent, on réduit notre métier à ce critère, la réverbération. Je pense que vous savez ce que c'est à quel point une pièce résonne. Donc, par exemple, dans une église, on a une forte réverbération. Et donc, nous préconisons des matériaux absorbants pour limiter cette réverbération et donc limiter le niveau sonore et améliorer l'intelligibilité à la parole. Et nous agissons également sur les bruits d'équipements techniques pour ne pas qu'ils soient trop bruyants et source de gêne, en préconisant des pièges à son et autres silencieux. Et le dimensionnement de tous ces critères passe par des calculs, donc des mesures et des modélisations. Et surtout avec un travail synergique entre architectes, ingénieurs structurels et ingénieurs thermiques aussi.
Alors, quelques exemples de solutions. Donc, comme je l'évoquais, on intervient sur tous les ouvrages d'un bâtiment, que ce soit les fenêtres, double vitrage et entrée d'air acoustique pour renforcer l'isolement de façade, les cloisons acoustiques pour limiter la propagation du son d'une pièce à l'autre, les sous-couches acoustiques pour les revêtements de sol, pour limiter les bruits d'impact, par exemple une chaise qu'on déplace, les pièges à son en bas à gauche pour protéger le voisinage des nuisances sonores des équipements techniques, les faux plafonds absorbants et enfin les ressorts. Est-ce que vous avez une idée de l'intérêt de mettre un bâtiment sur ressort? Pour quelles raisons on met un bâtiment sur ressort? Alors il y a la sismique, mais... Pour des raisons acoustiques? Ouais. C'est pour limiter les vibrations, notamment en provenance des infrastructures ferroviaires ou tramway, métro. Et effectivement, nous prévoyons aussi, et surtout Chiara, en région parisienne, avec la densité urbaine, préconise régulièrement de découpler un bâtiment entièrement en le posant sur ressort, sur boîte à ressort. Évidemment, c'est fait conjointement avec l'ingénieur structure, de manière à ce que le bâtiment tienne quand même. C'est une responsabilité assez importante. Mais voilà, on est là pour ça. Excusez-moi. Oui. Le piège à son qui ressemble à un truc qu'on voit sur les bateaux, ça piège les sons les sons de l'extérieur vont dedans. Alors le piège à son, c'est ce qui est à l'intérieur. En fait, on voit des traits noirs, je sais pas si tu... Et donc ce sont des baffles en fait espacées les unes des autres en laine de roche. Et donc le son vient être absorbé en passant à travers ces baffles. Mais c'est le bruit de la machine, en fait, qui est en amont de ce réseau et qui est, elle... En rejetant de l'air, il fait du bruit. C'est une sorte de filtre qui vient réduire le niveau sonore qui va être projeté vers le voisinage. Et donc, c'est une façon de réduire le niveau sonore de la machine, qui comme ça, va moins gêner les voisins. Et cette pièce, elle est là, cette plus grande pièce, elle est là justement pour pouvoir mettre ce piège à son. Sinon, il serait trop petit et donc pas efficace. Donc, ils ont créé une pièce... Voilà. Alors, une idée de tous les matériaux qui permettent d'absorber le son, donc de réduire la réverbération. Il y en a d'autres. C'était aussi... Ouais, c'est pas toujours... Alors voilà, souvent les architectes avaient en tête que c'était pas toujours très sexy, pas toujours très joli. On a voulu vous montrer le contraire, qu'il y a quand même des matériaux qui sont assez chouettes et qui permettent de contribuer à la réverbération d'un lieu. Du bois perforé, de la fibre de bois, du feutre ou encore de la dalle minérale. Alors, dans un contexte d'urgence écologique, on sait que le poids du bâtiment est énorme d'un point de vue carbone. Et donc forcément, comme tous les autres ingénieurs, on essaye de construire de manière plus vertueuse. Et en tant qu'acousticien, on y contribue aussi. Dans un contexte de densification urbaine, avec un étalement urbain limité, forcément, on fait cohabiter des différentes activités, des commerces en rez-de-chaussée ou autres. Donc, il est nécessaire que nous intervenions et les problématiques sont parfois un peu plus importantes. On va aussi privilégier les surélévations, les extensions des bâtiments déjà existants, beaucoup de réhabilitation. Et dans ce contexte, on doit caractériser les ouvrages qu'on va conserver. Et toujours dans un souci de proposer des solutions durables, on va, conjointement avec les autres ingénieurs, proposer et étudier des solutions biosourcées comme la paille, le chanvre, la terre crue. On a ou le bois, effectivement. C'est tellement courant le bois que j'y pensais pas. Et aussi, on étudie le réemploi de matériaux. Donc, même en tant qu'acousticien, on a maintenant des données. On sait isoler phoniquement avec des matériaux biosourcés vertueux pour l'environnement. On sait réemployer des matériaux. Par exemple, typiquement, toutes ces dalles, ça n'évolue pas dans le temps et ça ne perd pas de caractéristiques acoustiques. Donc, on sait contribuer à notre niveau au réemploi et à une étude plus vertueuse pour l'environnement. Alors, toujours dans le bâtiment, quelques exemples de références locales qui devraient vous parler, Briochin. La première, à gauche, vous devez le reconnaître, c'est le théâtre à l'italienne de la Passerelle.
pour lequel j'ai eu la chance d'intervenir. Alors, pas en tant qu'acousticienne de maîtrise d'œuvre, mais en tant qu'acousticienne programmiste. Ça veut dire qu'on arrive avant l'architecte et toute son équipe de conception. On fait un état des lieux, on recueille les besoins et on définit un programme acoustique dans le cadre d'un futur projet. C'est toujours intéressant quand on est acousticien de se rendre sur des lieux de ce type et aussi sur des projets un peu culturels. En bas à droite, vous devez reconnaître le bâtiment de la Friche Allende, un bâtiment qui fait l'objet d'une réhabilitation. Effectivement, j'ai réalisé un diagnostic acoustique sur place pour caractériser tous les ouvrages que les concepteurs décidaient de conserver, notamment les planchers. Donc, on a fait des mesures sur place en différents points pour s'assurer de l'homogénéité des planchers et pour estimer leur performance et définir ensuite un cahier des charges adapté, une faisabilité aussi pour s'assurer que tout était possible, le programme était techniquement réalisable tout en respectant les réglementations vis-à-vis du bruit de voisinage par exemple. Et enfin, la dernière, l'ancien Crous, pour lequel on fera une étude d'acoustique interne et d'impact sur l'environnement. Merci Laura. C'est une bonne passerelle pour la partie suivante. On est allé un peu plus de champ de vision et on passe maintenant à l'échelle urbaine. On va voir comment on peut aussi aider les collectivités et puis les urbanistes notamment comment on peut participer à la planification urbaine. J'ai fait quelques rappels réglementaires, mais vraiment de manière très succincte. On peut citer qu'il existe des seuils de bruit recommandés par l'Organisation mondiale de la santé, qui nous indique qu'en extérieur, un niveau sonore de 50-55 décibels est plutôt acceptable pour la santé, vis-à-vis de la santé humaine. Et puis on descendrait plutôt à 40 décibels la nuit. Ensuite, on peut citer la loi d'orientation des mobilités, qui est une loi relativement récente, mais enfin elle date déjà de 2019, celle qu'on appelle la loi LOM. Et c'était une étape importante de reconnaissance du droit de chacun de vivre dans un environnement sonore sain. Donc il y a là vraiment une reconnaissance de l'enjeu de la pollution sonore et qui la notion de droit est pour nous très importante, je pense. Et ensuite on peut citer la directive européenne qui elle date de 2002 et qui relative à la gestion du bruit dans l'environnement et qui impose aux collectivités et aux villes de plus de 100 000 habitants de réaliser ce qu'on appelle des plans de prévention du bruit dans l'environnement, les PPPE, qui définissent des actions, définissent d'abord un état des lieux et puis des actions à mener pour réduire les nuisances sonores et améliorer la qualité acoustique en milieu urbain. Et de la même manière qu'un architecte dessine un plan d'un bâtiment, d'une maison, l'urbaniste, lui, vient dessiner le plan de la ville, d'un futur quartier. Et là aussi, on peut l'aider à ce que ce dessin soit le plus réussi possible d'un point de vue acoustique. Mais il faut pour cela intégrer la dimension sonore très en amont des études, et ce n'est pas toujours gagné. On n'arrive pas toujours au début des projets. Pas encore, mais ça va changer. Et il y a plein de principes qui sont très simples, c'est presque du bon sens, mais on peut les rappeler un petit peu. Il y a quand on vient créer un nouveau quartier, aménager un quartier, il y a l'implantation des bâtiments, on peut tout à fait venir implanter les bâtiments les plus sensibles à protéger, comme par exemple les logements, les écoles, les établissements de santé. On peut venir les implanter derrière des bâtiments qu'on appelle bâtiments écrans, qui sont eux moins sensibles, par exemple des bâtiments tertiaires ou des
des bâtiments de parking ou des bâtiments qui sont, eux, moins sensibles au bruit. Et donc, qu'on peut positionner plutôt en bordure d'une voie routière, d'un axe bruyant. Et donc, voilà, il y a un simple principe géométrique, en fait, de protection du bruit qui permet d'avoir quelque chose, de mettre à l'abri ces bâtiments plus sensibles. On peut citer un exemple qui nous semble assez réussi, assez chouette, donc à Rennes. Donc, c'est un projet qui s'appelle le mur habité. Et donc, comme vous pouvez le voir de ce côté-là, je vais essayer de trouver une photo où on voit l'arrière. Donc, c'est vraiment un écran anti-bruit, mais il est habité parce que donc on a plein de boutiques, ateliers boutiques d'artisans qui viennent vraiment créer de la vie dans ce lieu. Et donc, c'est l'agence Le Bénutel qui l'a conçu. Et je trouvais que c'était un bel exemple parce que, voilà, un mur anti-bruit, ça peut être un peu... Ce n'est pas un ouvrage qui est forcément très, très beau, normalement, mais là, ça donne de la vie et voilà, ça vient protéger donc, les logements qui se trouvent de l'autre côté vis-à-vis du bruit de la voie ferrée. Disons qu'il a une double utilité, en fait. Exactement. En général, les murs anti-bruit n'ont juste que pour vocation d'atténuer le bruit d'une infrastructure. Tout à fait. Ensuite, il y a des formes urbaines aussi qui peuvent créer des îlots plus paisibles. Donc, ce n'est pas nouveau, donc ça existe depuis très longtemps. Donc, c'est pour ça c'est un clin d'œil à des cartographies moins récentes, on peut dire. Donc, là, c'était Romans-sur-Isère. Là, c'est une ville donc, aux Pays-Bas qui s'appelle Middelbourg. Et ensuite, on a un exemple, donc ce sont les fameuses ruelles de Montréal, pour ceux qui sont déjà allés au Canada. Et ben, ce sont des vraies venelles qui se situent à l'arrière des bâtiments. Et donc, on est dans un contexte, donc il faut s'imaginer que les rues bruyantes sont plutôt de l'autre côté. Et ça vient créer des espaces de vie où les enfants se retrouvent pour jouer, où les voisins prennent l'apéro. Et ce sont vraiment des lieux conviviaux et paisibles, et donc à l'abri du bruit. Et c'est ce qu'on cherche vraiment à créer lors d'un projet d'aménagement urbain, c'est de recréer ces zones calmes, même en milieu urbain, donc un milieu qui peut être plutôt bruyant. Comment on fait pour prévoir tout ça? Ben là, c'est juste un exemple d'une modélisation qu'on a réalisée sur un quartier avec un projet de renouvellement urbain, donc avec, comme vous pouvez le voir, des barres de logements. Ce sont pour la plupart des logements sociaux et qui vont être en partie démolis. Et donc notre problématique, donc là vous voyez bien que plus c'est rouge, en gros plus c'est bruyant, plus c'est vert, turquoise, et plus c'est calme. Donc il y a cette partie au milieu de ce quartier qui est quand même relativement peu bruyante, et donc on va essayer de préserver cette partie plus calme au sein de l'îlot. Mais la problématique est qu'on va venir démolir notamment cette barre de logement qui est là et qui, elle, fait vraiment écran au bruit. Et donc, du moment où on va venir la démolir, le bruit va pénétrer vers l'intérieur du quartier. Et donc, c'est là où on a dû, avec les urbanistes et puis la collectivité, la direction de l'urbanisme, va réfléchir à des solutions. Et on est donc venu proposer une sorte d'entrepôt avec une zone un peu d'activité. Voilà, un bâtiment qui soit moins sensible au bruit, mais qui vienne quand même reconstituer cet écran qui ne peut pas disparaître dans ce cas. Voilà, c'était juste un exemple. On a bien sûr des façades, des formes de façades qui peuvent protéger du bruit. Donc, avec des jardins d'hiver, des loggias, des coursives, donc, comme on peut le voir donc, sur la deuxième image, ça vient vraiment créer des espaces tampons. On va le voir aussi sur cette image qui est très schématique. Mais donc, si on a la voie routière qui est là sur la droite, la loggia, elle vient créer une sorte de espace tampon. Et donc, de la même manière qu'on vient réfléchir à l'implantation des pièces par rapport à la lumière, on peut aussi faire la même chose vis-à-vis du bruit et donc essayer de plutôt positionner les chambres et les pièces de vie plutôt
de l'autre côté. Ce n'est pas toujours possible parce que la lumière souvent est quand même plus importante et prime sur l'acoustique, mais on essaie quand même de faire les deux quand on peut. Il y a un travail aussi qui est fait avec les paysagistes. Il y a plein d'aménagements paysagers qui peuvent venir protéger les bâtiments du bruit. Il y a des talus, des buttes végétales, des murs anti-bruit, mais un peu plus chouettes, comme on peut voir à droite. Les jeux d'eau, les fontaines. Donc, le bruit de l'eau est très efficace pour masquer le bruit de la route, notamment, en termes de fréquence. Et donc, c'est quelque chose qu'on propose souvent pour les aménagements des espaces publics. Et puis, voilà, là, on voulait juste montrer une image d'une ancienne friche. C'est la Petite Ceinture à Paris. Et on trouve que c'est une image assez emblématique d'un espace qui est réussi d'un point de vue acoustique parce que ça se situe en contrebas. La végétation, elle reprend un peu ses droits, donc ça favorise aussi la biodiversité. Et c'est là un espace vraiment très agréable et vraiment à l'abri du bruit. Donc c'est intéressant de pouvoir aussi réhabiliter ces friches et ces voies ferrées qui sont aujourd'hui désaffectées pour en faire des espaces calmes. Et puis ça c'est plus évident, mais donc réduire la vitesse et aussi c'est quand même assez efficace. Donc on a là la zone 30 qui énerve parfois les automobilistes. Mais aussi le fait de développer les mobilités douces, donc notamment les pistes cyclables, ça peut aussi permettre d'avoir un impact très positif sur le niveau sonore en ville. Merci Chiara. Donc en fait, pour valoriser tous ces efforts, il existe désormais un label qui s'appelle le label Kié, comme ça qu'on prononce Kié, à la française, qui a pour objectif de préserver des espaces et de valoriser des espaces pour donner aux populations la possibilité de se ressourcer dans une tranquillité sonore. Ça peut être des bâtiments, des pièces de bâtiments ou simplement des espaces extérieurs. Il suffit de déposer son dossier en tant que concepteur ou entreprise pour faire cette demande. Quelques exemples qui ont été récemment labellisés Kié. Dans l'environnement d'abord, l'espace zen de Jazz in Marciac. Quand on fait des festivals, en général, on a toujours besoin d'une pause auditive pour pouvoir mieux apprécier certains concerts. Ils ont créé une petite zone pour pouvoir faire un sas pour se reposer et pouvoir retourner ensuite écouter de la musique. Donc un espace tout simplement loin des haut-parleurs. Cette zone calme aussi dans le Grand Lyon, dans des parcs ont été sélectionnés pour leurs caractéristiques sonores. Dans ces parcs, ils ont privilégié du mobilier qui invite à la détente, tel que des hamacs ou des transats, une estrade aussi pour la méditation, avec une signalétique assez parlante invitant au silence et à tendre l'oreille, et une cartographie aussi interactive pour localiser les zones calmes. Il y a aussi la plage de la Côte d'Azur, située sur à la Seine-sur-Mer, dans le Var. Alors souvent, les plages de la Côte d'Azur sont réputées pour être pleines de monde et donc bruyantes. Et pour cette plage, la municipalité a mis en place un arrêté sur une période où les activités bruyantes sont interdites pour privilégier d'écouter le chant des cigales et le ressac. Et ensuite, on a également des exemples de labellisation sur des bâtis, 3 espaces calmes pour le ministère de l'Intérieur, mais aussi en service de néonatologie dans un hôpital dans le 91. On sait que les bébés en réanimation sont très sensibles au son, que les forts niveaux sonores peuvent perturber leur sommeil et également ralentir leur rétablissement. Dans cet hôpital, le CIDB, qui est le Centre d'intervention du bruit, a formé le personnel à ces problématiques et a envisagé de créer des zones plus calmes pour notamment les nouveau-nés.
et aussi une pièce d'accueil du calme pour un accueil de patients en situation de handicap, où aussi les nuisances sonores peuvent être vraiment inconfortables pour ce type de patients. Tu peux peut-être dire aussi qu'il y a plein d'études qui démontrent qu'il y a des effets vraiment importants sur la santé, des troubles cardiovasculaires, des troubles du sommeil, simplement le stress. Voilà, ce sont des études sérieuses qui démontrent avec des chiffres à quel point l'impact du bruit est fort sur la santé. C'est désormais un problème de santé publique. Oui. Alors, effectivement, on a beaucoup parlé de l'homme sur l'homme. Quel est l'impact du bruit anthropique sur l'être humain et les différentes activités, mais on n'a pas évoqué l'impact du bruit anthropique sur la faune, sur les êtres vivants. Et le résultat est accablant. Toutes les sources sonores d'origine humaine, type bruit de trafic, bruit des éoliennes, bruit des chantiers, bruit des exploitations pétrolières, ont un impact très néfaste sur la faune en modifiant leur capacité de communication, leur capacité à se reproduire, les cycles de sommeil, un impact aussi sur la pollinisation et induisant parfois des lésions sur des organes sensoriels. Et à ce jour, c'est encore les animaux qui subissent une fois de plus l'impact de l'homme et qui doivent s'y adapter, alors qu'on peut imaginer que ça devrait être le contraire. Et malheureusement, l'impact du bruit d'origine humaine sur les animaux est à la fois très frappant en milieu terrestre comme en milieu marin. En milieu terrestre, le son impacte évidemment les oiseaux avec des problèmes de reconnaissance. La conséquence la plus flagrante, c'est qu'en milieu très bruyant, les oiseaux modifient leur fréquence et leur durée de chant. Ils chantent de plus en plus fort et de plus en plus tôt dans la journée. Les chauves-souris ne sont pas épargnées. Elles utilisent de façon très courante leur ouïe à des fins de détection et d'identification. Et le bruit de la ville peut camoufler toutes leurs proies, ou pire, entraîner des destructions de leurs conduits auditifs. Sur les rongeurs, une étude a été menée sur des rats à forte exposition sonore, et cette étude a montré qu'une exposition régulière, chronique, pourrait entraîner des troubles sur les rats type Alzheimer ou encore diabète ou obésité. Et nous embêtons également les insectes qui ont des problèmes à s'orienter, et même des problèmes d'agressivité entre membres de cette espèce. Voilà. ont été relevés. Donc l'impact est très parlant. Et également un milieu marin, donc là, c'est une infographie de l'IFOR, donc c'est le Fonds international pour la protection des animaux, qui montre de manière très simple mais efficace, je trouve, l'impact de la pollution sonore et en particulier des sons émis par les navires. Donc ça peut être à la fois des navires militaires, des navires commerciaux, mais également des navires scientifiques, il faut le dire. Donc qui viennent perturber donc la vie des animaux marins, et parce que donc dans l'eau, lui est vraiment le sens principal au travers duquel les animaux vont mener à bien toutes leurs fonctions vitales, donc notamment par exemple chercher leur proie, s'alimenter, chercher leur partenaire, donc se reproduire. Et donc on a des exemples, donc ça peut aller très loin, donc notamment les cétacés marins, vous avez peut-être déjà vu des images à la télé, ils peuvent aller jusqu'à s'échouer sur les plages parce qu'ils sont dans ce brouillard acoustique sous l'eau, dans l'eau, une sorte de cacophonie qui les empêche tout simplement de s'orienter, de manger, de vivre, on peut le dire comme ça. Et il existe donc des solutions qui pourtant sont assez simples, mais qui ne sont pas encore mises en place, comme par exemple baisser la vitesse des navires. Donc le fait de baisser par exemple de 10% la vitesse des navires, ça permettrait de gagner énormément en termes de protection des animaux marins.
Et donc, il y a même une pétition en ligne sur le site de l'IFO pour que cette action soit prise en compte dans la réglementation, parce qu'il faut dire que pour l'instant, il y a peu de réglementation qui protège donc les animaux, la biodiversité du bruit anthropique, donc le bruit créé par les hommes. Ça évolue très doucement, mais voilà, ça avance, il y a une prise de conscience. Et donc voilà, c'est important de le rappeler, je pense, à quel point, comme l'a dit Laura, nous venons impacter la vie des animaux. Et donc, il y a aussi une notion qui est assez intéressante pour ceux qui sont un peu plus familiers du jargon de l'urbanisme. Donc, la trame bleue, la trame verte, je ne sais pas si ça vous parle, ce sont des corridors écologiques qu'on essaye de préserver. Donc, on essaie de préserver la biodiversité quand on vient aménager donc un territoire, un nouveau quartier. Et de la même manière, on peut associer une notion de trame blanche, donc où les êtres, donc la faune, elle est protégée vis-à-vis du bruit. Donc pour cela, on vient croiser des cartographies, donc des cartes de bruit avec donc la trame verte, la trame bleue, et on essaye de créer des sortes d'oasis sonores pour les animaux. Et c'est encore très récent et très expérimental. Donc il y a une expérimentation à Lille notamment. C'est le CEREMA qui pilote ça. Et voilà, je ne peux pas encore vous donner des résultats parce que c'est vraiment en pleine expérimentation, mais je trouve que c'est intéressant comme notion. Je vais mettre le son. Et justement, pour illustrer de manière très simple la manière dont on vient masquer les bruits de la nature par le bruit humain, on a préparé un petit extrait sonore. Tout simple. Là, ça ressort un peu plus quand on vient réduire ce bruit routier notamment. C'est pour vous dire à quel point on vient masquer, c'est vrai, un vrai masquage de tout ce qui est bruit, chant d'oiseaux, les grillons et tout ça. Et tout le monde en a fait l'expérience, je pense, mais c'est important de le rappeler. Excusez-moi. Dernière. Voilà. Eh ben, pardon. Alors quand même, on voulait quand même à travers cette présentation montrer à quel point aujourd'hui le son est l'affaire de tous et qu'en même temps on est tous un peu différents. Il s'agit de réussir à créer des ambiances acoustiques harmonieuses pour que tout le monde puisse s'y retrouver sans gêner les uns les autres. C'est-à-dire je n'imagine pas qu'on retire toutes les sources sonores d'une ville. Je ne sais pas ce que tu en penses, Chiara. Je pense que ce qui peut être intéressant dans une ville, c'est de créer des zones calmes, comme l'a montré Chiara en cette fin de présentation, mais toujours garder aussi ces activités sonores qui sont propres à la ville, qui sont notamment le bruit de la fête, des concerts et autres. Et donc, il s'agit de créer cette harmonie pour que tout le monde s'y retrouve, et les animaux aussi. Il ne s'agit pas justement de faire fermer tous les bars du centre-ville, ni d'annuler les festivités, on va dire. Mais il faut qu'il y ait une vraie gestion sonore, donc qui se fait en concertation avec les collectivités, bien sûr. Il y a des associations, il y a les acousticiens qui peuvent aider donc à faire cette gestion. Et c'est là où on espère que la ville de demain soit plus harmonieuse. Il y a d'autres choses qu'on peut citer aussi. On a vu des pistes cyclables tout à l'heure. Si vous êtes déjà allé à Copenhague, par exemple, c'est une ville où c'est frappant, le niveau sonore est vraiment plus faible. Et c'est dû à la présence très importante de pistes cyclables, de vélos. Mais tout le monde ne peut pas se déplacer à vélo. Il y a les personnes âgées, il y a les parents avec les poussettes, il y a les personnes à mobilité réduite, il y a les gens qui travaillent, les artisans. Donc, il faut aussi développer les transports en commun, mais aussi les voitures électriques qui font réellement moins de bruit, même si
elles en font un peu quand même, mais c'est différent. Il n'y a pas le bruit de roulement. Voilà. Mais quand tu parles de Copenhague, on l'a vécu aussi en France, ce qui se passe à Copenhague. C'est-à-dire que pendant la période Covid, on a vu à quel point le niveau sonore a baissé. Enfin, moi, j'habitais encore à Marseille. J'habitais pas en Bretagne à ce moment-là, et le niveau sonore est particulièrement élevé en ville, notamment à cause des 2 roues. Et là, il n'y en avait plus. Et on a perdu 30 décibels, je pense, sur le niveau de bruit résiduel. Et c'était agréable malgré tout. C'était agréable, et on peut aussi témoigner du fait que depuis, les plaintes pour le bruit ont explosé. C'est-à-dire que nous sommes tous devenus plus sensibles parce qu'on a goûté à ce calme qu'on n'avait pas auparavant. Et à la fois, on est venu plus développer le télétravail, donc on est plus souvent à la maison, donc on entend plus ses voisins. Et donc, on peut vous dire, Laura et moi, que depuis, on a vraiment beaucoup plus de gens qui sont sensibilisés à ça et qui se plaignent. Voilà, ils ne supportent plus le bruit, justement, parce qu'ils ont goûté au silence. Alors que j'ai récemment fait des mesures avec mes collègues dans un immeuble neuf de logement, tous les critères acoustiques étaient bons et largement bons, c'est-à-dire qu'ils étaient complètement conformes à la réglementation acoustique. Et malgré tout, les gens me disaient « mais j'entends mon voisin qui prend sa douche, j'entends… » Et en fait, le niveau sonore était tellement calme qu'il percevait absolument tout. Et pourtant, c'était conforme. Et c'est très juste, et il ne faut pas non plus venir surisoler donc, ces façades, parce que les bruits de voisinage vont ressortir d'autant plus. Donc c'est tout un équilibre à trouver, et c'est là justement où on peut venir un peu en support, et c'est de bien dimensionner justement les isolements des fenêtres, et puis tout le reste, le bruit des équipements techniques et tout ça, pour qu'il y ait vraiment un bon équilibre entre extérieur et intérieur.